L'aube se lève, froide et grise, sur les tours de pierre d'un château médiéval. Tandis que le seigneur et sa famille sommeillent encore dans leurs appartements et que les chevaliers se reposent des réjouissances de la nuit précédente, un autre monde s'éveille dans les profondeurs du château. La fumée s'élève déjà du bâtiment des cuisines, une structure basse séparée du donjon principal, ses cheminées expirant des colonnes régulières de gris dans l'air matinal. À l'intérieur, la journée a commencé il y a des heures. Les feux crépitent dans d'immenses âtres, les marmitons transportent l'eau du puits, et au centre de ce chaos maîtrisé se tient le cuisinier du château, arpentant son royaume enfumé tel un commandant se préparant au combat. Nous sommes dans l'Europe médiévale, entre le XIe et le XVe siècle, une époque où nourrir la maisonnée d'un château exigeait non seulement un talent culinaire, mais aussi un génie de la gestion, un savoir encyclopédique et la capacité de prospérer dans des conditions qui horrifieraient les inspecteurs de la sécurité d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous découvrirez le monde complexe, exigeant et souvent dangereux du cuisinier de château médiéval. Nous voyagerons à travers les cuisines, aux murs de pierre où il travaillait, explorant l'architecture conçue pour contenir les risques d'incendie omniprésents et les pièces spécialisées qui permettaient une préparation élaborée des aliments. Vous découvrirez la position du cuisinier dans la hiérarchie complexe du château, son autorité sur le personnel de cuisine et les salaires qu'il percevait pour ses compétences spécialisées. Nous le suivrons dans sa routine quotidienne, des préparatifs d'avant l'aube aux urgences de fin de soirée, et verrons comment son travail changeait radicalement au fil des saisons, de l'abondance de l'été à la dépendance sinistre de l'hiver envers les aliments conservés. En chemin, vous verrez comment les jours de jeûne religieux exigeaient des solutions créatives, comment la préparation d'un grand festin transformait la cuisine en une opération théâtrale impliquant des dizaines de travailleurs, et quelles connaissances approfondies ces professionnels devaient maîtriser, de la théorie diététique médicale à la gestion des incendies. Au-delà des fantasmes romantiques médiévaux, cette exploration révèle une profession à la fois respectée et éreintante, créative et limitée, essentielle et pourtant souvent oubliée de l'histoire. Entrez dans la cuisine d'un château médiéval et la première sensation qui vous submerge est la chaleur. Non pas la chaleur régulée d'une cuisinière moderne, mais le souffle féroce et imprévisible des flammes nues, consumant d'énormes bûches dans des cheminées assez hautes pour qu'un homme s'y tienne debout. La fumée est épaisse dans l'air, malgré les hautes cheminées conçues pour l'aspirer vers le haut, piquant les yeux et recouvrant les poumons à chaque respiration. La deuxième sensation est le bruit, le crépitement et l'éclatement incessant du bois qui brûle, le fracas métallique des chaudrons en fer déplacés sur leurs chaînes, le sifflement de la graisse tombant dans les flammes et par-dessus tout, les ordres criés du cuisinier dirigeant son personnel à travers le chaos maîtrisé de la préparation des repas. L'odeur seule serait insupportable pour nos sensibilités modernes, un mélange complexe de viande rôtie, de fumée de bois, de sueur, de pain frais, d'herbes broyées dans des mortiers, et parfois les odeurs moins agréables d'animaux en train d'être dépecés ou de poissons nettoyés. Le sol sous vos pieds, même dans les cuisines les mieux aménagées, serait probablement glissant à cause des liquides renversés et de la graisse, les dalles de pierre usées et lissées par des décennies de passage. C'était l'environnement où les cuisiniers de château passaient toute leur vie professionnelle, un royaume de pierre et de feu qui alliait une hospitalité essentielle à un danger de mort constant. L'architecture reflétait cette double nature de nécessité et de péril. Les bâtisseurs de châteaux reconnaissaient que les cuisines posaient peut-être le plus grand risque d'incendie pour toute la forteresse. Le feu était la terreur des cités médiévales. Une fois déclenchées, les flammes pouvaient se propager à travers les structures en bois et même consumer les fortifications en pierre. Les architectes de châteaux réagirent en traitant la cuisine comme une bombe contrôlée qui devait être soigneusement confinée. Dans de nombreuses forteresses, la cuisine occupait un bâtiment entièrement séparé, relié au donjon principal uniquement par des passerelles couvertes ou des passages souterrains. Lorsque la séparation s'avérait impossible, d'épais murs de pierre de plusieurs mètres d'épaisseur isolaient la cuisine des appartements du seigneur. Des escaliers de services spéciaux offrirent des itinéraires dédiés pour le transport de la nourriture, tout en gardant la fumée, les odeurs et le chaos de la préparation des repas invisibles aux yeux des nobles. L'agencement physique divisait la cuisine en zones spécialisées, chacune optimisée pour des tâches particulières dans la danse élaborée de la préparation des repas. La zone de rôtissage dominait le plus grand mur,
avec d'énormes cheminées équipées de broches en fer pouvant accueillir n'importe quoi, d'une caille délicate à un bœuf entier. Ces broches existaient en différentes tailles et configurations, des plus petites pour le gibier à plumes, des moyennes pour les pièces de viande et des exemples massifs qui nécessitaient 2, voire 3 serviteurs travaillant en rotation pour les tourner régulièrement tout au long du processus de cuisson. La chaleur rayonnante de ces feux de rôtissage était si intense que les serviteurs qui tournaient les broches développaient un risque professionnel caractéristique. Un côté de leur corps perpétuellement roussi, tandis que l'autre gelait dans le courant d'air de la salle en pierre. À proximité, la zone de cuisson à l'eau abritait d'énormes chaudrons suspendus à des grues réglables, des mécanismes sophistiqués en fer avec des crochets qui permettaient d'éloigner les marmites des flammes si nécessaire. Ces grues représentaient une sophistication technologique importante, leurs bras articulés permettant un contrôle précis de l'exposition à la chaleur sans exiger des serviteurs de soulever des récipients incroyablement lourds remplis de liquide bouillant. Des postes de préparation longèrent les autres murs, équipés de lourdes tables de travail en bois, marquées par des milliers de coups de couteau, leur surface tachée de sombre par les jus d'innombrables ingrédients. Ici, le cuisinier et les sous-chefs effectuaient le travail détaillé de coupe des légumes, de découpe de la viande, de préparation des ingrédients pour les sauces et d'assemblage des composants qui se transformeraient finalement en plats finis. Les outils du métier entouraient ces zones de travail, des ustensiles en cuivre et en laiton, notamment des passoires, des pinces, des fourchettes à long manche pour récupérer les aliments dans l'eau bouillante, des couteaux de différentes tailles et usages, des écumoires, des spatules pour soulever les mets délicats, et les mortiers et pilons essentiels pour broyer les herbes et les épices. Des égouttoirs pendaient à des crochets sur les murs, prêts à filtrer les bouillons ou à laver les légumes. Les tranchoirs en bois, les louches et les bols occupaient leur place désignée. Chaque chose avait sa place, car dans le chaos de la préparation des repas, la capacité de localiser immédiatement l'instrument requis pouvait faire la différence entre le succès et l'échec. Le fournil, avec ses fours à pain spécialisés, occupait souvent une pièce séparée ou même un bâtiment distinct en raison à la fois de la chaleur intense que ces installations généraient et du risque d'incendie qu'elles posaient. Les fours à pain médiévaux étaient reconstruits en argile, en tuiles, en pierre ou en combinaison de ces matériaux et représentèrent des investissements considérables, assez grands pour cuire les centaines de pains qu'une grande maisonnée consommait quotidiennement, mais coûteux à construire et à entretenir. Pour les chauffer, il fallait brûler des fagots à l'intérieur de la chambre jusqu'à ce que la maçonnerie absorbe suffisamment de chaleur, un processus qui pouvait prendre 1 heure ou plus selon la taille du four. Ce n'est qu'alors que les braises et les cendres étaient retirées et que le pain était enfourné avec de longues pelles en bois. Le boulanger devait juger de la température du four par la seule expérience, sachant d'après la couleur de la pierre et la sensation de chaleur sur la peau exposée si les conditions étaient si bonnes pour le pain, qui nécessitait une chaleur modérée, ou pour les pâtisseries délicates qui avaient besoin d'une chaleur plus douce. Autour de cet espace de travail central rayonnaient les salles de stockage annexes qui rendaient la cuisine de château possible. Le garde-manger, stratégiquement positionné sur le côté nord-est du château, où il recevait une exposition minimale au soleil, était la pièce la plus fraîche disponible. Ici, la viande pendait à des crochets en fer fixés au plafond, séchant lentement dans l'air sombre et froid. L'office stockait les denrées sèches, des pains, des meules de fromage, des œufs nichés dans la paille, ainsi que les tranchoirs en bois et les assiettes en étain qui transporteraient la nourriture jusqu'à la grande salle. La bouteillerie abritait non pas du beurre, mais des tonneaux et des bouteilles, des fûts de vin, de bière et de cidre disposés en rangées soignées. Le bouteiller qui gérait ce royaume liquide détenait une autorité parallèle à celle du cuisinier, et la coordination entre ces deux professionnels était essentielle. En sous-sol se trouvaient les caves où les légumes racines pouvaient survivre au mois d'hiver, aux côtés des fournitures militaires du château, un rappel que même en matière de stockage de nourriture, la vie médiévale ne s'éloignait jamais de la réalité de la guerre. Travailler dans cet environnement soumettait le cuisinier et son personnel à des conditions que les normes modernes de sécurité au travail condamneraient immédiatement. La chaleur était implacable, particulièrement en hiver lorsque les feux brûlaient le plus fort. Les étés apportaient leur propre torture, la cuisine devenant une fournaise si oppressante que rôtir de grosses pièces de viande à l'extérieur devenait préférable. La fumée remplissait constamment l'espace de travail, et les cuisiniers développaient des toux chroniques après des années à inhaler de la fumée de bois.
Les brûlures étaient courantes. À un moment d'inattention en se penchant sur un feu, une éclaboussure de graisse bouillante, le contact de la peau contre un chaudron chauffé au rouge. Les rapports des médecins légistes de la fin du Moyen Âge à Londres documentent des enfants qui sont tombés ou ont roulé dans les feux, victimes des conditions chaotiques et surpeuplées. Pourtant, malgré ces dangers, le poste de cuisinier de château imposait le respect et une rémunération substantielle. Cela nous amène à la question de savoir qui étaient ces individus et quelle autorité ils exerçaient. Au sein de la mécanique sociale complexe d'un château médiéval, le cuisinier occupait une position distinctive, ni noble, ni simple ouvrier, mais plutôt un professionnel qualifié dont l'expertise créait un royaume d'autorité délimité par les murs de la cuisine. La hiérarchie du château fonctionnait comme une pyramide, avec la famille du seigneur à son sommet, suivie par les chevaliers de la maisonnée et l'aumônier résident. En dessous d'eux venait l'échelon supérieur des serviteurs, le sénéchal qui gérait toutes les affaires de la maisonnée, le chambellan qui s'occupait des appartements privés du seigneur, et le maréchal qui organisait les cérémonies. Ces postes étaient souvent occupés par des membres de la petite noblesse, des hommes dont la naissance leur donnait une préséance automatique. Le cuisinier se situait au niveau inférieur, aux côtés d'autres spécialistes qualifiés comme le bouteiller qui contrôlait les réserves de vin et de bière. C'était le domaine de l'expertise valorisée, où la rémunération reflétait la compétence plutôt que la naissance. Le cuisinier rendait compte directement au sénéchal, cette figure redoutable qui tenait les cordons de la bourse et approuvait chaque dépense importante de la maisonnée. Tous les achats de denrées alimentaires et de fournitures nécessitaient l'autorisation du sénéchal. Un cuisinier qui comprenait les finances du château et pouvait justifier ses demandes trouvait dans le sénéchal un allié précieux. Celui qui exigeait des ingrédients coûteux sans en expliquer la nécessité pouvait voir sa position devenir précaire. Le paiement venait également de la main du sénéchal. Les cuisiniers qualifiés touchaient des salaires annuels, tandis que la plupart des serviteurs recevaient des salaires journaliers qui les laissaient vulnérables au renvoi. Des archives des années 1390 montrent que les maîtres queux des maisonnées royales recevaient une rémunération égale à celle des écuyers. Pour quelqu'un sans sang noble, cela représentait une réussite économique remarquable. Occasionnellement, le cuisinier interagissait directement avec le seigneur, bien que de telles rencontres comportaient à la fois des opportunités et des risques. Lors de la planification des menus pour des festins importants, le cuisinier pouvait être convoqué pour discuter des options et recevoir des instructions. Réussir à satisfaire les palais nobles apportait des éloges qui rehaussaient la réputation d'un cuisinier dans toute la maisonnée et au-delà. La nouvelle d'un talent culinaire exceptionnel se propageait au sein des réseaux nobiliaires. L'échec, à l'inverse, apportait la honte et potentiellement le renvoi. Les seigneurs médiévaux attendaient des résultats, pas des excuses. La véritable mesure de l'autorité du cuisinier se manifestait dans son commandement du personnel de cuisine. La taille de cette main-d'œuvre variait considérablement. La cuisine quotidienne dans un château ordinaire nécessitait peut-être 3 ou 4 personnes. Un grand banquet aristocratique pouvait mobiliser des dizaines d'aides supplémentaires. Les grandes cours royales entretenaient des équipes de cuisine permanentes comptant des centaines de personnes. Le cuisinier dirigeait cette opération comme un général commandant ses troupes au combat. Les sous-chefs servaient de lieutenants, exécutant des plats complexes selon les spécifications du maître queux. Des rôles spécialisés émergeaient, les sauciers préparant des sauces élaborées, les lardiers gérant le stockage de la viande, les bouchers transformant les carcasses en morceaux utilisables, les écuyers tranchant présentant les viandes rôties à table, les boulangers gérant les fours à pain qui produisaient les 1000 pains ou plus qu'une grande maisonnée consommait quotidiennement. Au bas de cette hiérarchie peinaient les marmitons, souvent de jeunes garçons qui enduraient les conditions les plus chaudes, les plus sales et les plus dangereuses. Ces âmes infortunées se levaient les premières chaque matin pour allumer les feux de la cuisine. Tout au long de la journée, ils transportaient d'interminables seaux d'eau, frottaient d'énormes chaudrons noircis, jetaient les déchets et balayaient les sols. Ils travaillaient à portée de main des flammes nues, éclaboussés par des liquides bouillants, brûlés par une chaleur intense. Leur rémunération ne s'élevait à presque rien, au-delà de la nourriture et du logement. Pourtant, cet apprentissage brutal avait un but. Un marmiton qui survivait et apprenait pouvait éventuellement devenir sous-chef, puis peut-être cuisinier à part entière. La rémunération du cuisinier reflétait son statut valorisé. Parmi les serviteurs, seuls les plus hauts fonctionnaires de la maisonnée recevaient de meilleurs salaires. Au-delà des salaires directs,
les cuisiniers recevaient une livrée, des repas réguliers composés de la meilleure nourriture disponible et un logement. Cependant, le cuisinier dormait près ou à l'intérieur du complexe de la cuisine, ostensiblement pour des raisons de commodité, mais en réalité parce qu'il restait de garde à toute heure. Si le seigneur avait une envie à minuit ou si des invités inattendus arrivaient, le cuisinier devait réagir instantanément. Cette disponibilité constante signifiait que les frontières entre travail et repos se dissolvaient entièrement. Bien avant que les premiers rayons du soleil ne touchent les tours du château, la cuisine s'animait dans l'obscurité d'avant l'aube. Les marmitons, les yeux encore ensommeillés, se traînaient jusqu'à leur première tâche, ranimer les feux couvants de la nuit précédente. Des braises soigneusement conservées, recouvertes de cendres pour les maintenir incandescentes, nécessitaient maintenant un encouragement délicat. Un souffle d'air des soufflets, l'ajout de petits bois, augmentant progressivement la chaleur jusqu'à ce que les flammes prennent et se propagent. Peu après, le cuisinier arrivait, organisant déjà mentalement la journée à venir. Que fallait-il préparer? Des invités spéciaux étaient-ils attendus? Une observance religieuse exigeait-elle des ajustements au menu prévu? Pendant que la maisonnée se rassemblait pour la chapelle du matin, la cuisine préparait le petit déjeuner. C'était une affaire modeste comparée au dîner substantiel et au souper plus léger qui suivrait. Le pain en constituait la base, complété peut-être par du fromage ou de la viande froide, le tout arrosé de bière ou de vin. Même le vin du petit déjeuner était la norme, car la salubrité de l'eau était incertaine. Les responsabilités du cuisinier pour ce repas étaient minimes, mais même ce simple service nécessitait une coordination avec le panetier et le bouteiller. Le petit déjeuner terminé, l'attention du cuisinier se tournait entièrement vers la préparation du dîner. Ce repas principal, servi entre 10 heures du matin et midi, représentait la pièce maîtresse culinaire autour de laquelle tout le reste tournait. Le moment lui-même reflétait les rythmes médiévaux, assez tôt pour que les appétits, aiguisés depuis le modeste petit déjeuner, soient bien réels, mais assez tard pour que le personnel de cuisine ait des heures pour se préparer correctement. Une journée ordinaire exigeait des mets solides et copieux, des viandes rôties ou bouillies, du pain consistant, peut-être une soupe ou un ragoût, du fromage, des fruits si disponibles. Mais ordinaire, selon les normes nobles, signifiait toujours une abondance qui aurait stupéfié la plupart des roturiers médiévaux. Même ce service de routine exigeait une orchestration minutieuse de multiples processus simultanés qui requéraient l'attention et la prise de décision constante du cuisinier. Dans une cheminée, des pièces de viande tournaient sur leurs broches, des serviteurs se relayant à cette tâche monotone mais cruciale, tout en arrosant périodiquement la viande de graisse ou de vin, pour l'empêcher de se dessécher. Le cuisinier inspectait périodiquement ses rôtis, jugeant à la vue et à l'odorat s'ils progressaient correctement ou si le feu nécessitait un ajustement, plus de bois pour augmenter la chaleur, l'étouffer pour la réduire, repositionner la broche pour exposer différentes parties aux flammes maximales. Dans un autre âtre, des chaudrons de soupe ou de ragoût bouillonnaient, nécessitant une surveillance constante pour s'assurer qu'ils mijotaient sans déborder ni attacher au fond. Un ragoût brûlé était un désastre, sa saveur amère et calcinée, imprégnant tout le plat et le rendant impropre à être servi à des palais nobles exigeants. Le cuisinier goûtait ses préparations à plusieurs reprises, ajustant les assaisonnements aux besoins. Une pincée de sel en plus, des herbes supplémentaires, peut-être un trait de vin ou de verjus pour raviver des saveurs qui semblaient si fades. Les fours à pain contenaient des pains à différents stades de cuisson, chacun nécessitant d'être retiré au moment précis. Trop tôt, et le pain sortait pâteux et désagréable. Trop tard, et il brûlait jusqu'à devenir immangeable. Les boulangers travaillaient selon un rythme bien rodé, utilisant leurs longues pelles pour manipuler les pains au fond des chambres chaudes, lisant la cuisson à la couleur de la croûte et au changement subtil du son du pain lorsque la pelle le touchait. La préparation des sauces occupait un poste spécialisé où les herbes étaient broyées dans des mortiers, le bruit sourd et rythmé du pilon contre la pierre constituant une percussion de fond constante dans la symphonie des sons de la cuisine. Ces herbes broyées étaient ensuite mélangées avec du vin, du verjus ou du vinaigre, avec des épices supplémentaires mesurées avec soin, des importations coûteuses dont le sénéchal suivait de près le coût, donc le gaspillage était inacceptable, jusqu'à ce que les saveurs s'équilibrent selon le palais expérimenté du cuisinier et les exigences du plat, tout synchronisé pour que tout arrive à la grande salle simultanément, chaud et parfaitement préparé, exigeait le genre de calcul intuitif qui ne venait qu'avec des années d'expérience. Le cuisinier ne pouvait pas simplement jeter un œil à une horloge,
car l'horlogerie mécanique restait primitive et peu fiable. Au lieu de cela, il développait un sens interne de la durée, une perception du temps nécessaire à chaque processus qui opérait en deçà de la pensée consciente. Il savait, d'après la couleur de la viande rôtie et l'odeur qu'elle dégageait, combien de temps il lui fallait encore. Il jugeait la cuisson du pain au son qu'il faisait lorsqu'on le tapotait et à la sensation de sa croûte sous la pression d'un doigt. Il déterminait si une sauce était prête par sa consistance et son goût, par la façon dont elle adhérait à une cuillère et dont ses saveurs se développaient sur la langue. Ce savoir accumulé, impossible à articuler pleinement ou à consigner dans un livre de cuisine, séparait les vrais maîtres queux des simples techniciens capables de suivre des instructions. Lorsque le moment arrivait, et il devait arriver dans une fenêtre de temps étroite, car les nobles médiévaux n'attendaient pas patiemment lorsqu'ils s'attendaient à être nourris, le service soigneusement chorégraphié commençait. Les serveurs prenaient les plats de la cuisine, la vapeur s'élevant encore de la nourriture, et les transportaient à travers les passages cachés et les escaliers de service qui reliaient la cuisine à la grande salle. Ces passages étaient conçus pour l'efficacité et la discrétion, permettant un transport rapide tout en gardant les serviteurs et leurs fardeaux invisibles, jusqu'à ce qu'ils émergent dans l'espace de repas lui-même. Le panetier avait déjà offert du pain et du beurre aux convives assemblés, établissant la base du repas. Le bouteiller distribuait le vin et la bière selon le rang et la préférence, car même le service des boissons suivait des règles hiérarchiques strictes. Puis venait le défilé des plats du domaine du cuisinier. Des plateaux de viande découpée, des bols de soupe, des paniers de pain supplémentaires, des saucières pour ceux qui voulaient y plus de saveur. Le cuisinier apparaissait rarement lui-même dans la grande salle, restant plutôt dans la cuisine pour gérer les opérations en cours et s'assurer que tout se déroulait sans accroc. Son travail était censé être invisible, la nourriture apparaissant comme par magie ou par droit seigneurial, tandis que la sueur, la fumée et la coordination criée qui la produisait restaient non soigneusement cachés derrière ces épais murs de pierre. L'après-midi était consacré au nettoyage, à la planification et aux activités de conservation. Les marmitons frottaient les ustensiles de cuisine, noircis par des heures passées sur les flammes. Le cuisinier passait en revue les réserves et notait ce qui devait être réapprovisionné. La conservation des aliments occupait un temps considérable, en particulier pendant la saison des récoltes. La viande devait être salée ou préparée pour le fumoir, les fruits devaient être séchés, les légumes devaient être triés et stockés. La formation des apprentis remplissait également ces heures. Le cuisinier pouvait rencontrer le sénéchal pour discuter des approvisionnements et des besoins à venir. Alors que l'après-midi déclinait, l'attention se portait sur le souper, décrit dans les manuels de maisonnée médiévaux comme un plat pas si copieux, et aussi des plats légers, puis du fromage. Ce repas du soir était délibérément modeste, pris avant le coucher et destiné à sustenter pendant la nuit sans causer de troubles digestifs. La préparation était relativement simple, peut-être un plat de poisson, des œufs ou une soupe légère, suivi de fromage et de fruits. Au crépuscule, la cuisine finissait par ralentir. Les feux étaient soigneusement couverts, les zones de stockage vérifiées, la cuisine balayée une dernière fois. Pourtant, même alors, la journée du cuisinier n'était pas vraiment terminée. Contrairement aux autres serviteurs, le cuisinier restait perpétuellement de garde. Si le seigneur avait des invités nocturnes inattendus ou une envie soudaine, le cuisinier devait réagir instantanément. Cette disponibilité constante définissait l'existence du cuisinier autant que ses tâches culinaires. Les cuisiniers de châteaux médiévaux vivaient leur travail au sens le plus littéral, leur identité professionnelle et leur vie personnelle étant indiscernables. L'expérience du cuisinier médiéval changeait radicalement au fil du cycle des saisons. Les cuisiniers modernes tiennent pour acquise la disponibilité des ingrédients tout au long de l'année, mais leurs prédécesseurs médiévaux travaillaient avec des contraintes si sévères qu'elles façonnaient fondamentalement la cuisine elle-même. Comprendre cet impératif saisonnier révèle pourquoi la conservation des aliments au Moyen Âge est devenue un art si élaboré et pourquoi certains plats apparaissaient à des moments particuliers non par choix, mais par nécessité. L'été arrivait comme un cadeau pour la cuisine du château. Les jardins produisaient des herbes fraîches, basilic, fenouil, romarin, persil, sauge, menthe, qui pouvaient se transformer des plats simples. Les vergers offraient des pommes, des poires et, dans les régions du sud, des figues et des grenades. Le poisson devenait plus abondant car les mers plus calmes de l'été permettaient une pêche accrue, apportant des truites, des bars et des flétans frais. La variété disponible pour le cuisinier s'élargissait considérablement. Pourtant,
L'été apportait aussi sa misère à l'espace de travail de la cuisine. Les feux massifs nécessaires à la cuisson transformèrent la cuisine au mur de pierre en un véritable four. Les grandes opérations de rôtissage se déplaçaient à l'extérieur lorsque c'était possible. Cette période d'abondance portait un impératif urgent: conserver tout ce qui était possible avant l'arrivée de la pénurie hivernale. Le cuisinier supervisait de vastes opérations de conservation, utilisant des techniques anciennes. Les fruits étaient tranchés et séchés au soleil. Les herbes étaient mises en bottes et suspendues dans des endroits secs. Certains légumes pouvaient être conservés dans du vinaigre. Le lait devenait du fromage par fermentation. Ces activités de conservation estivale représentaient un investissement pour la survie en hiver, le cuisinier agissant comme un planificateur stratégique regardant des mois à l'avance. L'automne intensifiait cette préparation alors que la récolte apportait un afflux massif de céréales et des derniers légumes avant le gel. Les zones de stockage se remplissaient de sacs de blé, d'orge, de seigle et d'avoine. Les légumes racines descendaient dans les caves fraîches. L'événement le plus important de la saison pour la cuisine était l'abattage du bétail en automne. L'économie agricole médiévale rendait l'alimentation des animaux pendant l'hiver impraticable, à l'exception du bétail de reproduction. Le reste devait être abattu et conservé. Des carcasses entières arrivaient à la cuisine où les bouchers les découpaient. Les meilleurs morceaux pouvaient aller au fumoir où des feux doux brûlaient jour et nuit. D'autres portions étaient fortement salées et emballées dans des barils. Les quantités étaient stupéfiantes. Une grande maisonnée pouvait traiter des dizaines de bovins, des centaines de porcs et d'innombrables moutons pendant cette période critique. L'hiver tombait comme un siège, coupant l'accès du château à la nourriture fraîche. Le travail de la cuisine devenait une lutte créative pour rendre les aliments conservés appétissants. La viande salée dominait les repas, sa forte teneur en saumure nécessitant des heures ou des jours de trempage pour réduire le sel. Les cuisiniers médiévaux compensaient avec des sauces élaborées qui combinaient des herbes broyées avec du vin, du verjus ou du vinaigre. Les épices coûteuses prenaient toute leur importance: poivre, gingembre, cannelle et surtout le safran qui apparaissait fréquemment dans la cuisine d'élite. Le form of curry de la cuisine du roi Richard contenait du safran dans 40% de ses recettes, démontrant à la fois la popularité de l'épice et la richesse du seigneur. Ces importations coûteuses rendaient les repas d'hiver plus supportables. Les viandes les plus anciennes et les plus salées nécessitaient la plus longue ébullition, ce qui convenait à la cuisine d'intérieur en hiver. À la fin de l'hiver et au début du printemps, les aliments stockés diminuaient et leur qualité baissait. La variété qui avait caractérisé les repas d'automne se réduisait à une rotation monotone des mêmes quelques plats préparés avec des ingrédients de plus en plus marginaux. Le printemps apportait sa propre attente angoissante alors que les réserves s'épuisaient tandis que la nourriture fraîche était encore à des semaines de là. Le jeûne de 40 jours du carême coïncidait régulièrement avec cette période de pénurie maximale, transformant la nécessité en vertu religieuse. Lorsque les premiers légumes de printemps apparaissaient enfin, des verdures tendres, les premières herbes, ils arrivaient comme des miracles après des mois de sel et de fumée. Ce cycle annuel donnait au rôle du cuisinier médiéval une dimension temporelle totalement absente du travail culinaire moderne. Il devait penser à l'échelle de l'année entière, anticipant les besoins des mois à l'avance et prenant des décisions de conservation dont la sagesse ne serait prouvée que lorsque les réserves d'hiver soutiendraient la maisonnée ou s'épuiseraient prématurément. Pourtant, même ce défi complexe ne représentait qu'une contrainte parmi tant d'autres, car superposées aux impératifs saisonniers venaient les exigences du calendrier religieux. Le christianisme médiéval imprégnait chaque aspect de la vie quotidienne, et nulle part cela n'était plus évident que dans la cuisine. Environ un tiers de l'année était constitué de jours de jeûne, où la consommation de viande, de produits laitiers et d'œufs était strictement interdite. Cette contrainte systématique exigeait des systèmes de cuisine parallèles complets, un pour les jours ordinaires et un autre pour les jours de jeûne, capables de produire des repas satisfaisants sans les ingrédients interdits. Le rythme hebdomadaire en établissait la base, bien que les pratiques aient évolué avec le temps. Jusqu'au XVe siècle, les plus dévots observaient 3 jours de jeûne par semaine, le mercredi pour commémorer la trahison de Judas, le vendredi pour honorer la crucifixion du Christ et le samedi pour rendre hommage à la Vierge Marie. À la fin de la période médiévale, le samedi fut d'abord abandonné, puis le mercredi, laissant le vendredi comme principal jour de jeûne hebdomadaire, bien que les plus pieux aient continué l'ancienne pratique.
À ces observances hebdomadaires, l'Église ajoutait les 4 temps au début de chaque trimestre saisonnier, les 40 jours du carême avant Pâques avec son observance la plus stricte, et les veilles des grandes fêtes religieuses. L'effet cumulatif était stupéfiant. Environ 130 à 150 jours par an où les règles de cuisine normales ne s'appliquaient pas. Les restrictions créaient de profonds défis pratiques. Pas de viande, c'était assez clair. Bœuf, porc, agneau et volaille tombaient tous sous l'interdiction. Mais les produits laitiers et les œufs, ces ingrédients polyvalents formant l'épine dorsale de la cuisine médiévale, étaient également interdits les jours les plus stricts. Le beurre, cette graisse de cuisson fondamentale de l'Europe du Nord, devenait prohibé, forçant les cuisiniers à utiliser des huiles de substitution. La théorie médicale médiévale, qui classifiait tous les aliments selon les 4 humeurs, ajoutait une autre couche de complexité, car les aliments interdits étaient généralement considérés comme chauds, nécessitant un équilibrage minutieux avec des substituts. Le poisson devint la pièce maîtresse de la cuisine des jours de jeûne. Le poisson frais provenait des rivières, des lacs et des étangs voisins. Truites, bars, perches et anguilles. Le château pouvait entretenir ses propres viviers pour un approvisionnement fiable. Le poisson conservé complétait les approvisionnements frais, en particulier le harengue salé. Le cuisinier transformait ce modeste poisson par une préparation élaborée, le cuisinant avec du gingembre, du poivre et de la cannelle, les épices coûteuses masquant à la fois le sel et élevant le plat à un niveau digne des tables nobles. La définition du poisson s'est avérée remarquablement élastique. La doctrine de l'Église interdisait les animaux à sang chaud, mais autorisait les poissons à écailles et à sang froid. Cette distinction s'est étendue bien au-delà de la biologie raisonnable. Les mammifères marins comme les baleines devinrent acceptables parce qu'ils vivaient dans l'eau. Les oiseaux aquatiques comme les macareux reçurent un traitement similaire. La magnifique bernache nonnette fit l'objet d'un mythe extraordinaire, selon lequel elle éclorait de bernacles poussant sur du bois, flotté en mer, ce qui en faisait un produit de l'océan, et donc un poisson. La pratique devint si répandue que le pape Innocent III se sentit obligé d'interdire la consommation de bernache nonnette pendant le carême lors du 4e concile du Latran en 1215, bien que l'interdiction n'ait pas été universellement respectée. Même les castors obtinrent une exemption parce que leurs queues écailleuses et leur mode de vie semi-aquatique leur conféraient supposément des qualités de poisson. Au-delà de la redéfinition de ce qui comptait comme poisson, les cuisiniers médiévaux développèrent des substituts élaborés. Le lait d'amande devint omniprésent dans les cuisines nobles, apparaissant dans environ 1/5 des recettes du Forme of Cury. Fabriqué en broyant des amandes avec de l'eau et en filtrant les solides, ce liquide crémeux pouvait remplacer le lait de vache dans de nombreuses applications. L'ingéniosité du cuisinier allait plus loin, créant des faux œufs en cuisant du lait d'amande dans des coquilles d'œufs pour imiter de vrais œufs. De faux jambons et du faux lard apparaissaient sur les tables des jours de jeûne, façonnés à partir de poissons pour ressembler aux viandes interdites. Les jours de fêtes religieuses présentèrent le défi inverse, créer des repas de célébration qui honoraient les occasions saintes. Pâques, arrivant après les 40 jours de privation du carême, exigeait des festins élaborés. Noël suscitait des attentes similaires. Le cuisinier naviguait entre ces pôles de restriction et de célébration, son année étant une alternance constante entre rendre des ingrédients limités satisfaisants et rendre la célébration magnifiquement appropriée. Pourtant, même le jour de jeûne le plus difficile pâlissait à côté de l'épreuve ultime, préparer un grand festin. L'annonce qu'un grand festin allait avoir lieu transformait la cuisine du château, passant de son intensité habituelle à un pandémonium contrôlé. Ces occasions élaborées se produisaient lorsque le Seigneur recevait de puissants alliés, lorsque les fêtes religieuses exigeaient une célébration, lorsque des visites royales nécessitaient une hospitalité impressionnante, ou lorsque des mariages scellaient des alliances. Quelle que soit l'occasion spécifique, le but sous-jacent restait constant, démontré par l'extravagance culinaire, la richesse, le pouvoir et la générosité du Seigneur. Un festin réussi rehaussait la réputation de la maisonnée. L'échec apportait la honte. Pour le cuisinier, ces occasions représentaient le test suprême de toutes les compétences qu'il possédait. La préparation commençait des jours ou des semaines à l'avance. Le cuisinier travaillait avec le sénéchal pour comprendre l'ampleur et l'importance de l'événement. Combien d'invités y aurait-il? Quel était leur rang? Les meilleurs ingrédients devaient être obtenus des domaines du seigneur, du bétail de premier choix, le meilleur gibier, les poissons les plus fins.
Des achats exotiques pouvaient être nécessaires, des épices coûteuses au-delà de l'approvisionnement normal, des vins du sud, des agrumes, peut-être même du sucre, cet édulcorant extraordinairement cher, démontrant la richesse plus efficacement que la vaisselle d'or. L'ampleur des grands festins défie la compréhension moderne, représentant une sorte de théâtre culinaire qui nourrissait simultanément le corps et communiquait de puissants messages sur la richesse, le pouvoir et l'ordre social. La plupart des banquets comportaient 3 ou 4 services, avec des divertissements entre chacun, pour permettre la digestion et faire monter l'attente pour la suite. Des musiciens pouvaient jouer, des acrobates se produire, ou des présentations théâtrales élaborées se déroulaient pendant que les serviteurs débarrassaient un service et se préparaient à apporter le suivant. Les plus grandes occasions s'étendaient à 7 services, chacun composé de plusieurs plats, servis simultanément dans un étalage d'abondance qui frisait le débordement. Le service était rigoureusement hiérarchique. Ceux assis à la table d'honneur, où dînait le seigneur et ses invités les plus prestigieux, recevaient 3 services complets dans leur intégralité. Les nobles de moindre rang et les serviteurs importants recevaient 2 services, leur statut étant marqué par cette exclusion du dernier service. Les soldats et les serviteurs de rang inférieur recevaient un seul service, assez pour remplir leur estomac, mais une déclaration claire de leur position subalterne dans l'ordre social de la maisonnée. Considérez l'installation de George Neville comme archevêque de York en 1465, un événement documenté dans les chroniques, précisément parce que son extravagance a stupéfié même les observateurs contemporains habitués à l'excès nobiliaire. Le premier service à lui seul présentait 17 plats distincts à la table d'honneur. Le deuxième service apportait 20 préparations différentes. Le troisième service offrait 23 plats, créant un grand total de 60 mets différents sur les 3 services. Et cela ne comptait que ce qui apparaissait à la table de l'archevêque lui-même. Des quantités stupéfiantes de nourriture supplémentaire nourrissaient les centaines d'autres invités assistant à cette célébration mémorable. La variété pure était ahurissante, une démonstration délibérée que le nouvel archevêque commandait des ressources suffisantes pour nourrir une petite armée avec des aliments que la plupart des gens ne goûteraient jamais de leur vie entière. La cuisine se mobilisait comme une armée se préparant au combat. Le personnel régulier passait à des dizaines de travailleurs temporaires. Plusieurs énormes broches tournaient simultanément, chacune portant des viandes différentes. Un bœuf entier pouvait dominer une cheminée. Des pièces de venaison plus petites occupaient une autre broche. La volaille, cygne, paon, oie, poulet, tournaient sur des mécanismes plus petits. Les chaudrons bouillonnaient de ragoûts élaborés. Les boulangers produisaient des centaines de pains. Les sauciers broyaient herbes et épices, les mélangeant avec du vin, du verjus et du vinaigre. Le manuel culinaire du début du XVe siècle, du fait de cuisine, recommandait qu'un banquet de 2 jours nécessite 1000 charretées de bois de chauffage sec, plus une grande grange pleine de charbon. La gamme de plats reflétait à la fois la compétence technique et une esthétique médiévale, favorisant l'abondance et l'étalage ostentatoire. Les viandes rôties dominaient, bœuf, porc, agneau, venaison, sanglier et volaille, y compris des cygnes servis avec leurs plumes soigneusement rattachées après la cuisson pour créer l'illusion qu'ils étaient encore vivants. Les plats de poisson accompagnaient la viande ou la remplaçaient selon le calendrier religieux. Des tourtes et des pâtisseries élaborées démontraient la maîtrise des techniques de pâtisserie en développement. Les plats de fruits reflétaient le goût médiéval pour les combinaisons aigres-douces. Des services de fromage concluaient les repas. Les légumes apparaissaient rarement sur les tables de festin anglaises. L'accent était mis de manière écrasante sur les ingrédients coûteux, en particulier la viande et les épices, le safran colorant les plats d'un jaune brillant, le poivre apportant une chaleur piquante, le gingembre ajoutant de la chaleur, des épices obscures comme les graines de paradis, annonçant que l'hôte pouvait se permettre des ingrédients provenant des confins du monde connu. Le rôle du cuisinier pendant le festin lui-même atteignait son paroxysme. Chaque plat devait être synchronisé avec précision pour une présentation parfaite. Les viandes rôties, arrivant chaudes avec des extérieurs croustillants, le pain frais chaud et aromatique, les desserts délicats maintenant la bonne température. Cela nécessitait d'orchestrer de multiples processus tout en tenant compte du temps de transport de la cuisine à la salle. Les passages de service cachés voyaient un trafic constant de serveurs faisant des allers-retours. Les officiers de la cour se coordonnaient avec le personnel de cuisine pour un service synchronisé.
Entre les services venaient les divertissements, donnant à la cuisine un peu de répit. Les suites étaient presque aussi impressionnantes que les événements eux-mêmes. Des quantités énormes étaient consommées, des portions selon les normes modernes presque inimaginables. Des recherches suggèrent que les invités d'un festin du début du Moyen Âge pouvaient se recevoir plus de 4000 calories de viande seule, plus du poisson, du fromage, du miel, de la bière et du pain. Le volume même servi démontrait la richesse et la générosité de l'hôte, bien que l'étiquette médiévale mette en fait l'accent sur la courtoisie, la propreté et la modération à table, la gourmandise étant officiellement considérée comme un péché. Les restes de nourriture étaient distribués selon une hiérarchie stricte. Le nettoyage massif incombait au personnel épuisé. L'épuisement du cuisinier lui-même était profond, le produit de jours de planification intensive et d'heures d'exécution sous un stress maximal. Pourtant, sous la fatigue se cachait soit la satisfaction, soit l'anxiété, selon la façon dont l'événement avait été reçu. Si le festin s'était bien déroulé et avait rehaussé la réputation de la maisonnée, le cuisinier pouvait se reposer en sachant que son expertise avait été validée. Si quelque chose avait mal tourné, le cuisinier faisait face à des critiques qui pouvaient nuire à sa réputation. Le cuisinier de château médiéval avait besoin d'un savoir encyclopédique couvrant les ingrédients, les techniques, les méthodes de conservation, la théorie médicale, les variations saisonnières, les exigences religieuses et les protocoles sociaux. Quelles connaissances spécifiques ces professionnels devaient-ils maîtriser? La réponse révèle une éducation exigeante qui prendrait des années à acquérir. La connaissance des ingrédients formait la base. Le cuisinier avait besoin d'une familiarité intime avec les viandes, les différences subtiles entre les morceaux d'un même animal, comment le vieillissement affectait la saveur, quel morceau convenait à quelle méthode, et comment juger de la qualité à une époque sans réfrigération. Il devait comprendre les viandes de gibier comme la venaison et le sanglier, qui se comportaient différemment des animaux domestiques. Le poisson présentait son propre domaine complexe. Différentes espèces avaient une disponibilité saisonnière différente, des profils de saveurs différents, des textures de chair différentes, déterminant la préparation appropriée. Un cuisinier devait distinguer des dizaines de variétés de poissons et savoir immédiatement comment préparer chacune d'elles. Les herbes et les épices exigeaient une connaissance tout aussi détaillée. Les herbes communes, basilic, fenouil, romarin, persil, sauge, menthe, contribuaient chacune à des saveurs distinctives qui pouvaient rehausser ou dominer selon les proportions. Les épices représentaient à la fois des ingrédients cruciaux et des facteurs économiques importants. Les épices communes importées d'Asie et de la Méditerranée, poivre noir, safran, gingembre, cannelle, clous de girofle, noix de muscade, avaient chacune des saveurs caractéristiques et des coûts considérables. Le poivre noir illustrait cette dépense. Au XVe siècle, l'achat de 100 grammes nécessitait environ une demi-journée de salaire pour un artisan qualifié, ce qui faisait même de petites quantités une dépense notable. Le safran, utilisé dans 40% des recettes du form of curry, nécessitait la récolte des stigmates de milliers de fleurs de crocus. Au-delà de ces épices familières, la cuisine médiévale utilisait des ingrédients exotiques, graines de paradis, poivre long, galanga, cubeb, massis et nard. Le cuisinier devait savoir non seulement quel goût ils avaient, mais aussi en quelle quantité les utiliser. La maîtrise des techniques de cuisson séparait les cuisiniers compétents des maîtres. La cuisson à l'eau semblait d'une simplicité trompeuse, mais une pratique habile reconnaissait d'innombrables variations. Différents aliments nécessitaient différentes températures d'eau, durée de cuisson et surveillance. Les morceaux durs nécessitaient une cuisson longue et lente. Le poisson délicat pouvait être ruiné par une chaleur excessive. Le cuisinier jugeait la cuisson sans thermomètre, se fiant à l'apparence, à l'odeur, à la texture et à l'expérience. Le rôtissage à la broche exigeait des compétences différentes. Le cuisinier devait juger de l'intensité du feu, maintenant une chaleur suffisante pour la cuisson sans brûler l'extérieur, avant que l'intérieur ne soit cuit. Juger de la cuisson à la vue, à l'odorat et au toucher nécessitait une connaissance intuitive issue d'années de pratique. La cuisson au four présentait des défis uniques, sans thermomètre ni minuteur. Les fours à pain médiévaux étaient de chauffer en brûlant des fagots à l'intérieur. Comment le cuisinier savait-il quand ils étaient frais? En observant la couleur de la pierre, en y jetant de la farine et en regardant à quelle vitesse elle brunissait, en sentant la chaleur rayonnant de l'ouverture par l'expérience accumulée.
Une fois la pâte insérée, le timing devenait critique. Retirer les aliments trop tôt et ils sortaient le pâteux. Laissez-les trop longtemps et ils brûlaient. La fabrication de sauces représentait peut-être le défi technique le plus complexe, exigeant du cuisinier d'équilibrer de multiples saveurs. Les herbes devaient être broyées pour libérer les huiles essentielles, puis mélangées avec des liquides acides. Les épices étaient ajoutées dans des proportions soigneusement jugées. La sauce résultante devait compléter plutôt que dominer le plat. La maîtrise de la conservation des aliments était essentielle, car sans méthode fiable, la maisonnée mourait de faim pendant l'hiver. Plusieurs techniques existaient. Le fumage impliquait de maintenir des feux doux, produisant une fumée constante pendant des jours ou des semaines. Trop de chaleur, et la viande cuisait au lieu de fumer. Trop peu de fumée, et la conservation échouait. Le salage nécessitait de calculer les ratios appropriés pour différentes durées de conservation. Le beurre était généralement salé, à 5 à 10%. La viande pour un stockage à long terme nécessitait un salage important qui la rendrait presque immangeable sans un trempage prolongé. Le séchage des aliments nécessitait de contrôler les conditions environnementales. La fermentation transformait les céréales en alcool et le lait en fromage. Tout au long de ces activités, le cuisinier agissait en tant que pourvoyeur stratégique, calculant la quantité de nourriture à conserver pour passer l'hiver. Le plus surprenant était peut-être la nécessité pour le cuisinier de comprendre la théorie médicale. La médecine médiévale reposait sur la théorie des 4 humeurs, qui devaient ne rester en équilibre pour la santé. Tous les aliments étaient classés sur des échelles de chaud à froid et d'humide à sec. Ce cadre théorique dictait les pratiques culinaires. Le bœuf devait être bouilli, car sa nature froide et sèche nécessitait une chaleur humide. Le porc devait être rôti, car son caractère chaud et humide avait besoin de chaleur sèche. Le poisson nécessitait d'être chauffé et séché par la friture ou la cuisson au four. La structure des repas suivait des principes médicaux. Les fruits faciles à digérer commençaient les repas, les plats plus légers précédaient les viandes lourdes, le fromage affiné concluait les repas pour aider à la digestion. Le cuisinier fonctionnait en quelque sorte comme un praticien médical. La connaissance des recettes existait sous forme écrite et orale. Les cuisiniers lettrés pouvaient accéder à des collections de manuscrits comme The Form of Cury ou Le Viandier. Beaucoup se fiaient entièrement à la tradition orale et à la mémoire, apprenant les recettes par l'apprentissage et se constituant une bibliothèque mentale de centaines de préparations. La capacité d'adapter les recettes aux circonstances, substituer des ingrédients, ajuster les quantités, modifier pour les jours de jeûne, marquait la véritable maîtrise. La formation professionnelle commençait par un apprentissage, généralement d'environ 2 ans pour les cuisiniers, débutant vers l'âge de 14 ou 15 ans. L'apprenti apprenait en faisant, progressant des tâches simples aux responsabilités complexes. Il passait d'apprenti à compagnon, puis à maître, produisant un chef-d'œuvre pour prouver l'acquisition complète de ses compétences. Ce vaste corpus de connaissances révèle pourquoi les professionnels qualifiés commandaient des salaires élevés et le respect. Pourtant, cette expertise existait au sein de relations sociales complexes. Comprendre l'expérience du cuisinier de château médiéval nécessite d'examiner sa position au sein de la hiérarchie sociale complexe qui définissait la place de chacun. La société médiévale était obsédée par le rang et la préséance. Le cuisinier occupait une position distinctive, élevé au-dessus des travailleurs ordinaires par un savoir spécialisé, doté d'autorité dans son domaine, mais contraint par un statut de serviteur qui le séparait en permanence de la noblesse qu'il servait. La hiérarchie du château formait une pyramide avec la famille du seigneur à son sommet, suivie des chevaliers de la maisonnée et de l'aumônier résident. L'échelon supérieur des serviteurs occupait le niveau suivant: le sénéchal, le chambellan et le maréchal. Ces postes étaient souvent occupés par des membres de la petite noblesse. Le cuisinier se situait au niveau inférieur, parmi les travailleurs qualifiés spécialisés, dont l'autorité reposait sur l'expertise plutôt que sur la naissance. Dans la cuisine, l'autorité du cuisinier était absolue. Cependant, au-delà des murs de la cuisine, cette autorité s'évaporait. Le sénéchal pouvait annuler ses décisions. Les nobles de rang inférieur visitant le château surpassaient socialement le cuisinier. Cette sphère d'autorité limitée, suprême dans des limites spécifiques, négligeable en dehors, caractérisait les positions des serviteurs qualifiés. La relation du cuisinier avec le sénéchal était particulièrement complexe. Le sénéchal contrôlait les finances et approuvait les dépenses. Chaque achat important nécessitait une autorisation. Si le cuisinier voulait des épices coûteuses pour un festin, il devait le justifier auprès du sénéchal.
Cette relation pouvait être harmonieuse lorsque le cuisinier et le sénéchal partageaient les mêmes priorités. Un cuisinier qui comprenait les contraintes financières et pouvait expliquer comment les dépenses servaient les intérêts du seigneur trouvait dans le sénéchal un partenaire. Celui qui exigeait des ressources sans justification trouvait rapidement le sénéchal hostile. Comme le paiement venait de la main du sénéchal, maintenir cette relation était essentiel. L'interaction directe occasionnelle avec le seigneur créait des opportunités et des dangers. En discutant des menus de festin, le cuisinier pouvait être convoqué pour présenter des idées. Ces rencontres permettaient au cuisinier de démontrer ses connaissances directement à la personne dont la faveur comptait le plus. Le succès apportait des éloges qui rehaussaient son statut, mais ces rencontres pouvaient aussi exposer le cuisinier à la critique. Si le seigneur trouvait les repas insatisfaisants, le cuisinier en portait la responsabilité directe. Les nobles médiévaux attendaient des résultats et acceptaient rarement les excuses. Les relations avec les serviteurs de même niveau impliquaient coopération et parfois rivalité. Le bouteiller détenait une autorité parallèle à celle du cuisinier. Tous deux devaient se coordonner étroitement pour un service réussi. Lorsqu'ils travaillaient bien ensemble, la coordination se faisait sans heurts. Lorsque des conflits de personnalité créaient des frictions, un dysfonctionnement pouvait perturber la maisonnée. Le panetier nécessitait également une coordination. D'autres serviteurs qualifiés existaient dans la même strate sociale, créant des hiérarchies informelles basées sur les intérêts du seigneur. L'autorité du cuisinier sur ses subordonnés fonctionnait différemment. Les sous-chefs suivaient les instructions, mais exerçaient également leur jugement dans l'exécution de tâches complexes. Les rangs inférieurs étaient sous une autorité quasi absolue. Les marmitons, souvent des garçons de 10 à 14 ans, menaient une vie de labeur incessant. Ils se levaient avant l'aube, transportèrent de l'eau sans fin, frottaient des marmites noircies, nettoyaient les sols, jetèrent les déchets. Ils travaillaient dans les zones les plus chaudes, enduraient constamment la fumée et les flammes, et recevaient une rémunération s'élevant à guère plus que de la nourriture et un abri. Le cuisinier leur donnait des ordres sans courtoisie et maintenait la discipline par des corrections sévères. Ce traitement semble cruel selon les normes modernes, mais correspondait aux hypothèses médiévales sur la hiérarchie et la formation. L'identité professionnelle du cuisinier existait quelque peu en dehors du positionnement hiérarchique. La fierté du métier et la réputation parmi les autres professionnels créaient un sentiment de valeur. Un cuisinier connu pour ses compétences exceptionnelles jouissait du respect au sein d'une communauté professionnelle s'étendant sur plusieurs maisonnées. Les cuisiniers qualifiés étaient activement recrutés. Les récits de festins exceptionnels circulaient dans les réseaux nobiliaires, créant des réputations qui pouvaient mener à de meilleurs postes. L'appartenance à une guilde renforçait l'identité professionnelle. La mobilité sociale restait sévèrement limitée, quelle que soit la compétence. Un cuisinier exceptionnel pouvait passer de la maisonnée d'un baron à celle d'un comte, ou de celle d'un comte à celle d'un duc, ou dans de rares cas à une cuisine royale. Chaque étape signifiait une rémunération plus élevée et un plus grand prestige, mais le plafond ultime était fixe. Aucune excellence culinaire ne pouvait transformer un cuisinier en noble. La plupart des cuisiniers travaillaient toute leur vie au service, accumulaient de modestes économies s'ils avaient de la chance et espéraient prendre leur retraite avec suffisamment de ressources. Les cuisiniers urbains occupaient des positions sociales, nettement inférieures à leurs homologues de château. Les rôtisseries professionnelles dans les villes étaient considérées comme des endroits peu recommandables et de mauvaise réputation par les nantis. Le portrait de Chaucer d'un cuisinier londonien dépeignait un fournisseur sordide de nourriture peu appétissante. Les cuisiniers de château jouissaient d'un statut bien plus élevé, précisément parce qu'ils servaient des maisonnées nobles. Le contexte importait autant que la compétence pour déterminer la position sociale. Le rôle du cuisinier de château médiéval n'est pas resté statique au cours des 5 siècles séparant le début du Moyen Âge de la fin du Moyen Âge. L'environnement physique et la nature de la cuisine ont subi une évolution substantielle, stimulée par l'innovation architecturale, l'expansion des réseaux commerciaux et les échanges culturels. Retracer cette évolution révèle comment la cuisine professionnelle s'est développée d'un artisanat relativement simple à la profession sophistiquée que nous avons rencontrée dans les chapitres précédents. Le haut Moyen Âge, s'étendant approximativement du 5e au 11e siècle, était caractérisé par des structures de châteaux plus simples et des opérations culinaires plus basiques. Les premiers châteaux étaient souvent des structures en bois ou des bâtiments en pierre relativement modestes.
La cuisine se faisait généralement dans la grande salle elle-même ou dans des chambres adjacentes. Le foyer central servait d'installation de cuisson principale, même dans les maisonnées riches. Cet arrangement signifiait que la fumée des feux de cuisine remplissait les espaces de vie, et la chaleur et les odeurs de la préparation des aliments se produisaient à la vue de tous. Les équipes de cuisine étaient les plus petites, les menus moins élaborés. La cuisine reposait fortement sur la conservation par nécessité, car les réseaux commerciaux fournissant des épices exotiques s'étaient largement effondrés avec la chute de Rome. Le sel dominait la préparation des aliments et les saveurs fortes provenaient d'herbes locales plutôt que d'épices asiatiques. Le Moyen Âge central, environ du XIe au XIIIe siècle, a été le témoin de changements spectaculaires. La construction de châteaux en pierre est devenue plus sophistiquée. Ces développements comprenaient la séparation progressive des installations de cuisine de la grande salle, motivée par des préoccupations de sécurité incendie et le désir d'espaces de vie raffinés. Des bâtiments de cuisine dédiés ont commencé à apparaître. Les croisades, débutant en 1095, ont considérablement accru l'accès des Européens aux produits orientaux, en particulier le sucre. Presque tout le sucre consommé en Europe au XIIe et XIIIe siècle provenait des territoires tenus par les croisés en Orient. Les épices exotiques, les dattes et d'autres importations sont devenues plus accessibles aux maisonnées riches. L'étendue de l'influence plus large des croisés sur les pratiques culinaires européennes reste débattue parmi les chercheurs, bien que l'augmentation des liens commerciaux est indéniablement exposée aux traditions culinaires byzantines et islamiques, bien plus sophistiquées que les traditions européennes contemporaines. Le rôle du cuisinier professionnel est devenu plus défini pendant cette période, à mesure que les maisonnées s'agrandissaient et que les attentes culinaires augmentaient. Les premières collections de recettes ont commencé à apparaître. La position du cuisinier dans la hiérarchie de la maisonnée s'est clarifiée à mesure que les structures administratives devenaient plus élaborées. Là où une maisonnée du Haut Moyen Âge pouvait avoir une seule personne s'occupant des responsabilités de la cuisine, les châteaux du Moyen Âge central employaient de plus en plus de cuisiniers dédiés supervisant des équipes croissantes. La fin du XIVe siècle a apporté des innovations particulièrement importantes. De nouveaux développements techniques ont émergé. La tourte à pâte brisée, la clarification des gelées à l'aide de blancs d'œufs et des instructions de recettes de plus en plus détaillées. Le Form of Cury, compilé vers 1390 à partir de la cuisine du roi Richard II, représente cette sophistication. Ces 180 à 200 recettes présentent des combinaisons de saveurs élaborées et une utilisation extensive d'ingrédients coûteux. 31% utilisaient du sucre, 40% incorporaient du safran. L'architecture des cuisines a continué d'évoluer. Les bâtiments de cuisine dédiés sont devenus plus grands avec de meilleurs systèmes de ventilation. Plusieurs pièces spécialisées entouraient la cuisine principale. Des passages de service cachés et des escaliers de service dédiés permettaient le transport de la nourriture sans que les serviteurs n'empiètent sur les espaces nobles. Ces raffinements reflétaient des leçons pratiques et une distance sociale croissante entre les nobles et les serviteurs. L'évolution des habitudes alimentaires a profondément remodelé le travail du cuisinier. La peste noire de 1347 à 52 a eu une conséquence inattendue. Avec une population considérablement réduite mais des terres agricoles intactes, les survivants ont soudainement eu accès à plus de nourriture par personne. La consommation de viande a considérablement augmenté, même parmi les classes inférieures. La consommation de pain est devenue universelle, atteignant environ 1 à 1,5 kg par personne et par jour. À la fin du Moyen Âge, le pain était devenu l'aliment de base fondamental pour toutes les classes sociales. Les développements technologiques ont rendu le travail du cuisinier un peu plus efficace. La construction des fours s'est améliorée. Une meilleure métallurgie a permis d'améliorer les chaudrons et les marmites. Des mécanismes de broche plus sophistiqués ont facilité la rotation constante. Des grues avec des crochets réglables ont permis un meilleur contrôle du positionnement des marmites. De meilleures installations de stockage, y compris des glacières, ont étendu la capacité du cuisinier à maintenir la qualité des aliments. Le développement professionnel s'est renforcé avec l'expansion des systèmes de guildes. Des durées d'apprentissage établies, la progression d'apprentis à compagnons puis à maîtres et l'exigence de produire un chef-d'œuvre reflétaient tous une professionnalisation croissante. La circulation des livres de recettes a créé un savoir culinaire partagé. L'identité professionnelle est devenue plus claire et plus forte. Les cuisiniers les plus prestigieux ont atteint des positions sociales inimaginables au siècle précédent.
Des variations régionales ont persisté. La division fondamentale nord-sud reflétait des conditions et des ingrédients différents. Le sud de l'Europe centrait sa cuisine sur l'huile d'olive, le vin, le pain de blé et les agrumes. Le nord de l'Europe dépendait du beurre et du lard, buvait de la bière, cuisait des pains à partir de diverses céréales et appréciait le poiré et le cidre. Les influences interculturelles se sont poursuivies tout au long de la période. Les traditions byzantines ont influencé la Méditerranée. Les califats islamiques en Espagne et en Sicile ont introduit des ingrédients et des techniques qui se sont répandus dans la cuisine chrétienne européenne malgré l'hostilité religieuse. Cette trajectoire évolutive, de la simplicité du haut Moyen-Âge à la sophistication croissante jusqu'à l'innovation technique de la fin du Moyen-Âge, montre que le rôle du cuisinier est devenu de plus en plus complexe, spécialisé et valorisé. Le cuisinier de château du XVe siècle habitait un monde très différent de son homologue 5 siècles plus tôt, travaillant dans de meilleures installations avec un équipement plus sophistiqué, préparant des plats plus complexes avec une plus grande gamme d'ingrédients, commandant une rémunération plus élevée et un plus grand respect, mais faisant également face à des attentes plus exigeantes. Cette évolution a préparé le terrain pour le développement ultérieur de la cuisine professionnelle dans les siècles suivants. En prenant du recul par rapport à cette exploration détaillée, quelles leçons pouvons-nous tirer et quels parallèles pouvons-nous trouver à notre propre époque? Le voyage à travers le monde du cuisinier de château médiéval révèle une profession bien plus complexe et exigeante que l'imaginaire populaire ne le reconnaît généralement. Il ne s'agissait pas de simples serviteurs préparant sans réfléchir des repas de base, mais de professionnels hautement qualifiés dont l'expertise couvrait les techniques culinaires, la conservation des aliments, la théorie médicale, la planification saisonnière, les observances religieuses, la gestion du personnel et la navigation dans des hiérarchies sociales complexes. Ils travaillaient dans des conditions de danger constant, chaleur, fumée, flammes nues et un labeur épuisant que les réglementations de sécurité modernes interdiraient immédiatement, tout en maintenant des normes de qualité et de créativité qui soutenaient des maisonnées entières à travers les festins et les famines. L'autorité du cuisinier dans son royaume enfumé était réelle et conséquente, dirigeant les opérations avec une précision militaire, tandis que sa rémunération reflétait sa valeur en tant que spécialiste irremplaçable. L'expérience humaine derrière ce rôle historique émerge avec le plus de force lorsque nous considérons la réalité quotidienne que ces professionnels enduraient. Imaginez vous lever dans l'obscurité jour après jour, année après année, décennie après décennie, pour commencer à travailler avant que le reste de la maisonnée ne s'éveille. Imaginez respirer un air rempli de fumée pendant 12 heures, ou plus, jusqu'à ce que votre gorge brûle et que vos yeux larmoient constamment, la toux chronique qui se développait au fil des ans, étant un rappel permanent de votre environnement de travail. Imaginez sentir une chaleur féroce en été, jusqu'à ce que la sueur traverse vos vêtements et forme des flaques sur le sol en pierre sous vos pieds, la cuisine transformée en une fournaise qui rendait la respiration difficile et la pensée claire presque impossible. Imaginez endurer une pression constante en sachant que les erreurs apporteraient la honte et potentiellement le renvoi, tandis que les succès étaient simplement attendus, le niveau de base à partir duquel vous ne pouviez que déchoir. Considérez le tribut physique, les brûlures qui marquaient vos mains et vos avant-bras, le mal de dos dû à des heures passées debout et à soulever de lourdes marmites, l'épuisement qui imprégnait vos os après avoir préparé un festin élaboré, les coupures et les éraflures qui accompagnèrent le travail autour d'instruments tranchants et de surfaces chaudes. Considérez aussi l'impossibilité de jamais vraiment se reposer. Vous dormiez à portée de voix de la cuisine, assez près pour qu'un serviteur puisse vous réveiller en quelques instants si nécessaire. Votre vie professionnelle et personnelle était indiscernable, les frontières effacées par la totalité de votre obligation. Les jours fériés, s'il y en avait, ne survenaient que lorsque toute la maisonnée cessait ses activités, et même alors, le cuisinier pouvait se retrouver à préparer des mets spéciaux pour les fêtes religieuses qui exigeaient son expertise. La vie de famille, si vous en aviez une, s'insérait en marge du travail de cuisine plutôt que l'inverse. Vos enfants, s'ils vous rendaient visite, vous trouveraient dans la cuisine parce que c'est là que vous étiez toujours. Votre conjoint, si vous vous mariez, devrait accepter que votre travail passait en premier, toujours et sans exception, parce que les besoins du Seigneur primaient sur toutes les considérations personnelles. Pourtant, au sein de ces contraintes sévères, des preuves suggèrent une véritable fierté professionnelle qui rendait les sacrifices supportables,
sinon exactement bienvenue. Le cuisinier qui perfectionnait une sauce complexe après des années d'expérimentation, qui exécutait avec succès un festin élaboré, qui laissait des invités importants louer l'hospitalité du Seigneur, qui gagnait les félicitations directes de nobles exigeants, qui avaient goûté la meilleure cuisine disponible, éprouvait la satisfaction d'un savoir-faire reconnu et valorisé. Il y avait de la fierté à gérer une cuisine efficacement, à former des apprentis qui transmettaient vos techniques et vos connaissances, à être recherchés par d'autres seigneurs, qui avaient entendu parler de vos compétences. Le cuisinier qui pouvait regarder une table de festin chargée de dizaines de plats et savoir que son expertise avait transformé des ingrédients bruts en cette abondance, que sa gestion avait coordonné des dizaines de travailleurs pour produire ce résultat, que son savoir avait créé des saveurs pour lesquelles les nobles voyageaient des jours pour les goûter. Un tel cuisinier possédait quelque chose qui transcendait son statut de serviteur, une identité professionnelle enracinée dans un accomplissement authentique qu'aucun système hiérarchique ne pouvait entièrement diminuer. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, le fossé entre les conditions de travail médiévales et les normes contemporaines semble presque infranchissable. Nous trouverions intolérable l'absence totale de protection du travail, l'acceptation du travail des enfants dans des conditions dangereuses, l'attente que les serviteurs restent constamment de garde sans jour de congé. Le lieu de travail du cuisinier médiéval violait tous les principes de la sécurité au travail moderne, la rigidité sociale qui empêchait les cuisiniers talentueux de s'élever au-delà du statut de serviteur offense les sensibilités modernes sur la méritocratie. La brutalité hiérarchique semble incroyablement éloignée des cultures de travail contemporaines qui valorisent nominalement le respect et l'équité. Pourtant, à côté de ces vastes différences, des continuités frappantes relient la cuisine médiévale à la cuisine professionnelle moderne. Le système de brigades qui organise les cuisines de restaurants contemporaines fait écho à la hiérarchie médiévale du chef de cuisine, des sous-chefs et des travailleurs spécialisés. Les cuisines professionnelles restent des environnements exigeants où la pression, la chaleur et la synchronisation implacable du service créent un stress qui met à l'épreuve à la fois la compétence et l'endurance. La fierté du métier continue de motiver les meilleurs cuisiniers qui poursuivent l'excellence culinaire pour la satisfaction inhérente de créer quelque chose de beau et de délicieux. La pression du service, cette période intense où plusieurs plats doivent être préparés simultanément et livrés au moment précis, reste aussi centrale dans la cuisine de restaurant qu'elle l'était dans la préparation des festins médiévaux. Le regain d'intérêt pour les ingrédients de saison et locaux représente à certains égards un retour à la nécessité médiévale. Bien que transformée par le choix, la nourriture continue de servir de symbole de statut, bien que les marqueurs spécifiques aient changé. Les techniques de cuisine médiévale continuent d'influencer la pratique contemporaine de manière que nous reconnaissons rarement. Le rôtissage reste une méthode fondamentale. Le braisage descend directement des techniques de cuisson à l'eau médiévale. Les traditions de fabrication de tourtes qui ont émergé à la fin du XIVe siècle se poursuivent sous des formes sucrées et salées. Les traditions de sauces élaborées ont évolué pour devenir le système de sauce français qui a dominé la haute cuisine pendant des siècles. Les combinaisons d'herbes et d'épices développées par les cuisiniers médiévaux restent des associations standards. La pratique de documenter les recettes, qui est devenue plus courante à la fin de la période médiévale, a établi des traditions de littérature culinaire qui se sont étendues à la vaste industrie des livres de cuisine. L'organisation professionnelle de la cuisine, la formation spécialisée et le concept de la cuisine, comme une profession respectée plutôt que comme une simple nécessité domestique, trouvent tous leur origine dans les développements médiévaux. L'héritage s'étend au-delà des continuités techniques pour englober des questions plus larges sur la relation entre la nourriture, la société et la culture. La cuisine médiévale nous rappelle que la cuisine n'est jamais seulement une question de subsistance, mais toujours une question d'identité, de pouvoir, de créativité et du réseau complexe de relations qui lie les communautés. Le festin affichant la richesse d'un seigneur servait des objectifs sociaux et politiques autant que nutritionnels. Les observances religieuses façonnant le calendrier culinaire reflétaient l'intégration totale du christianisme dans la vie quotidienne. Les rythmes saisonniers régissant la disponibilité des ingrédients reliaient les communautés humaines au cycle naturel, d'une manière que les systèmes alimentaires modernes ont largement rompu. Les techniques de conservation permettant la survie en hiver démontraient l'ingéniosité humaine face aux contraintes environnementales. Le cuisinier de château médiéval, cette figure oubliée peinant dans la fumée et la chaleur pour nourrir une maisonnée,
méritent d'être reconnus comme plus qu'une simple curiosité historique. Ils étaient des participants essentiels à la vie médiévale, des professionnels dont l'expertise a permis l'existence des communautés de châteaux qui dominaient le paysage social et politique de l'époque. Leur monde de feu et de pierre, leur labeur quotidien ponctué de festins spectaculaires, leurs dures conditions de travail contrebalancées par la fierté professionnelle, tout cela constitue une histoire humaine de travail, de compétences et de survie à une époque très différente de la nôtre, mais qui est reliée par les besoins humains universels, de nourriture, de communauté et du respect qui vient du travail bien fait. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la cuisine de château médiéval et des professionnels remarquables qui y ont travaillé. J'espère que ce voyage vous a donné une appréciation plus profonde de la complexité de la vie quotidienne médiévale et des figures oubliées dont l'expertise a soutenu les grandes maisonnées de l'époque. L'histoire du cuisinier de château nous rappelle que derrière les grands événements de chaque période historique se trouvaient d'innombrables personnes ordinaires, accomplissant un travail essentiel avec compétence et dévouement. Si vous avez apprécié cette exploration de la vie de château médiéval, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne pour plus d'immersion dans l'histoire médiévale. Partagez vos réflexions dans les commentaires sur l'aspect de la cuisine médiévale qui vous a le plus surpris ou suggérez d'autres sujets médiévaux que vous aimeriez voir explorés dans de futures vidéos.